Donc voilà, bonjour à tous. Merci d'être là sur ce webinaire, dont la thématique, innovation sociale et évaluation d'impact, de quoi parlons-nous? Va être abordé environ pendant 1 heure. Je suis Julien Dubois, donc je gère la Justesse, donc une structure qui accompagne donc des organisations de l'économie sociale solidaire, dont l'objectif, c'est aussi de faire réseau avec, d'autres, consultants pour, justement, faire en sorte d'apporter des complémentarités dans nos actions auprès des structures qu'on accompagne et de participer aussi à la démocratisation de l'économie sociale solidaire, en justement mettant en place, différents, outils, différents médias. Le premier, c'est le webinaire. Effectivement, on est à la troisième édition, du webinaire. Le premier webinaire, enfin les 2 premiers webinaires, ont eu lieu cette année, il me semble. Il y en a un qui était sur la question aussi de l'intelligence artificielle dans les projets de l'économie sociale, et solidaire. Et à chaque fois, chaque fin de webinaire, on demande aux participants quel est le sujet qui les intéresse, le plus. Et donc aujourd'hui, c'est l'innovation sociale et l'évaluation, d'impact qui a été sélectionné. En termes de médias, on a aussi, donc une newsletter, différents médias qui sont disponibles, et on travaille aujourd'hui aussi avec la CRES, pour, justement essayer de démocratiser, l'économie sociale solidaire, à travers des fiches, des guides, mais qui sont travaillés d'ailleurs, par, différents consultants, et dont Adeline, que je vois parmi nous et que je remercie encore de participer sur ce travail, pour justement voilà simplifier, l'accès et la compréhension de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, on a la chance, parmi nous, d'avoir, voilà, 3 intervenants, qui, seront, voilà, sur ces sujets d'innovation sociale et d'évaluation d'impact, que je remercie absolument d'être là. Sans transition, je veux dire, je vais passer la main à Christophe Simone. Donc Christophe, qui, co-anime et co-organise avec moi, justement, toute cette partie de webinaire, et que je remercie infiniment. Ouais, merci Julien. Bonjour à toutes et tous. J'ai commencé par vous lancer un petit sondage effectivement en introduction pour savoir si effectivement, donc moi aussi hein, je suis consultant, effectivement je suis amené à travailler assez régulièrement avec Julien mais aussi avec Michel et avec d'autres. Moi je suis plutôt spécialisé sur les questions liées au développement territorial durable. Donc forcément, je m'intéresse à la question aussi de l'innovation sociale et je vois que je suis pas le seul puisque très majoritairement, vous considérez que l'innovation sociale est indispensable. Pour une partie quand même non négligeable aussi, vous la voyez comme floue. Et je vois que ça grimpe d'ailleurs, au fur et à mesure que les gens se connectent. Donc le webinaire, alors on n'a pas la prétention évidemment d'éclaircir complètement le sujet pour ceux à qui ça apparaît comme flou, mais en tout cas on va essayer d'y participer. Moi je voulais juste introduire un tout petit peu les débats et puis avant de passer la parole aux intervenants qui se présenteront bien sûr en démarrant. Euh, Plus pour reposer un peu le cadre, j'allais dire presque historique, un peu de cette innovation sociale. Finalement, pourquoi on est amené à développer de l'innovation sociale? Alors pour moi, évidemment, c'est un point de vue hein, qui ne m'engage que moi, mais qui s'appuie quand même un petit peu sur de la littérature. L'innovation sociale est indispensable tout simplement parce que notre modèle social keynésien, donc hérité de l'après-guerre, a échoué. Hein. Clairement, on voit que la pauvreté continue d'augmenter, on voit que les écarts se creusent, on voit que même le modèle économique, d'une certaine manière capitalistique dominant actuel, laisse effectivement un certain nombre de trous dans la raquette et fait des dégâts, notamment environnementaux. Donc effectivement, aujourd'hui, et déjà depuis j'allais dire quelques années, il apparaît vraiment indispensable euh, Pardon, j'admettais quelqu'un au passage. Il paraît indispensable effectivement d'innover, hein, de trouver des nouvelles solutions plus résilientes, plus efficaces, avec cette idée aussi en filigrane hein, qu'on retrouvera certainement dans les interventions, de plus faire pour, mais de faire avec. Hein. Je crois que c'est un peu, moi en tout cas, si je devais retenir
un axe de définition de l'innovation sociale, ça serait celui-là. C'est ne pas faire pour, mais faire avec. Voilà, faire avec les citoyens, faire confiance aux citoyens, impliquer. Voilà, pour moi, c'est un peu le trait fort, on va dire, de toutes ces actions d'innovation sociale qui couvrent évidemment pas mal de champs. Voilà, j'ai déjà peut-être été un peu long. C'est Julien, un peu le maître du temps, hein. Donc, je vais passer du coup la parole à Michel, qui va pouvoir un petit peu nous définir finalement, ou en tout cas nous donner une définition ou des définitions de ce qu'on appelle donc l'innovation sociale. Michel, ah bah on te Et voit. qui a retrouvé sa vidéo. Ouais, Voilà, parfait. parfaitement. Je sais pas comment c'est arrivé, mais c'est mieux comme ça. Euh, oui, bonjour. Donc, Michel David, j'habite le Morvan, voilà. Après avoir été pas mal en responsabilité sur la métropole européenne de Lille, notamment à Roubaix, et donc je travaille sur effectivement l'accompagnement des territoires, les projets de territoire, et aussi l'innovation sociale, notamment autour des tiers-lieux, pour reprendre un terme extrêmement flou aujourd'hui, mais bon, qui veut dire à peu près ce qu'il ne veut pas dire. Julien, tu nous mets c'est toi qui pilote, je crois, le partage, hein, je suppose. Ok, vous m'entendez? Ah, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais, on t'entend. Est-ce que vous voyez l'écran du coup? Oui, oui, oui. La diapo? Ok, top. Oui, donc, euh, on va commencer par alors activer le partage. Voilà. Ok. Euh, donc, c'est pas moi qui ai la main, donc, hein. Ah, vous voyez pas la, comment? Vous voyez pas le PowerPoint là? Moi, je le vois, mais Si. je dis Ouais. est-ce que j'ai la main dessus? Non? Ah non, c'est moi qui ai la main dessus. Mais Tu me d'accord. dis s'il faut que j'avance, tu me dis qu'il faut, dis-le-moi. N'hésite pas. Oui, donc on va regarder de manière successive plusieurs choses dans un temps très limité. D'abord, rappeler la définition de l'innovation et plus particulièrement de l'innovation sociale. Mais ça, je crois que tout le monde le connaît. Et à partir de là, donc, regarder un certain nombre de questions autour de la notion d'impact et d'impact social. L'innovation sociale, c'est un terme aussi un peu flou, hein. Si on veut le définir de manière relativement précise, c'est tenter de trouver des solutions nouvelles à des problèmes existants mal résolus ou de trouver des solutions à des problèmes qui émergent ou qui sont en train de muter. Et donc, c'est une méthodologie, on va dire, par définition empirique et collaborative de recherche-action, de recherche de solutions. Voilà. Et donc, grosso modo, on a trois phases, hein, qui consistent d'une part à une phase d'idéation, c'est-à-dire trouver des idées, mais les bonnes idées sont pas toujours celles qu'on pense. Donc, il y a une deuxième phase qui va consister à créer un prototype et à le tester, ce qui va permettre de voir les problèmes, les trucs qui marchent pas, de l'améliorer. Et ensuite, on va l'implémenter, c'est-à-dire on va le mettre en œuvre de manière durable. Et comme bien entendu, la question de la résolution du problème pose la question du changement d'échelle, parce que vous pouvez très bien avoir un super dispositif dans votre commune sur la question d'économie circulaire. C'est pas pour autant que le capitalisme français se convertit à l'économie circulaire, et donc on va se poser la question évidemment après des méthodes de changement d'échelle. Tu peux passer. Donc, la question pour moi de l'impact, elle est liée, ce n'est pas la question du changement d'échelle, mais elle est liée à la question du changement d'échelle.
Alors, de définition de l'impact et de l'impact social, vous en avez évidemment des dizaines hein, quand vous êtes sur le net. Et donc, moi, je vais partir des choses les plus basiques hein, et donc évidemment insatisfaisantes. L'impact désigne la transformation générée par les activités d'une organisation sur les personnes et l'environnement. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est bien qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je transforme. Voilà. Et évidemment, l'impact social, donc, va être, grosso modo, des transformations dans le domaine social et écologique. Et va se poser le problème de l'évaluation, c'est-à-dire comment on mesure un impact social. Et donc, on voit bien qu'on tâtonne encore beaucoup. On n'a pas comme ça d'application où il suffirait d'appuyer sur On pour évaluer l'impact social de son action, hein, même si certains rêvent comme ça de baromètre. Bon, voilà. Donc la mesure de l'impact social, si on veut la comptabiliser, le terme n'est peut-être pas juste, hein, il faut prendre en compte à la fois les effets négatifs et positifs, parce que quand vous faites une action de transformation, il y a des externalités négatives. Voilà. Bon, vous développez le vélo dans la ville, ça génère des problèmes avec les piétons et les automobilistes. Bon, voilà. Mais ça va réduire le CO2. Donc il y a une sorte de calcul à faire entre le positif et le négatif. L'autre difficulté, c'est qu'il faut attribuer, il faut comptabiliser que les effets attribuables aux actions d'une entreprise. Je donne un exemple très simple, récent, une dispute dans un conseil municipal sur les résultats de la mission locale. La mission locale dit c'est formidable, on est géniaux. On a mis 1000 jeunes à l'emploi durable pendant l'année. C'est formidable. Mais bien entendu, est-ce que ces 1000 jeunes ont accédé à l'emploi durable grâce à l'action de la mission locale ou parce que le contexte économique du secteur s'est amélioré? Et donc là, vous voyez, vous avez une difficulté à essayer d'isoler l'effet de votre propre action, alors qu'en général, on est sur des logiques un peu écosystémiques. Et comme évidemment en France, dès qu'on parle d'évaluation, on a tendance à se noyer dans le détail et donc à ne pas faire d'évaluation, c'est important qu'on isole les effets les plus importants, c'est-à-dire les indicateurs, on va dire structurants, stratégiques, systémiques, qui permettent de comprendre ce qui se passe. Je vous donne un exemple très simple. Sur la porte du Hainaut, à Denain par exemple, l'espérance de vie des gens est de 4 ans inférieure à l'espérance de vie donc moyenne de la région qui elle-même n'est pas au top top. Donc, on voit bien que 4 ans, c'est très grave. Et on voit bien que cette espérance de vie déficitaire, elle est forcément en lien avec les conditions de vie, d'alimentation, les comportements, les addictions, voilà, etc., etc. Et donc, évidemment, si on prend cet indicateur, et qu'on voit l'espérance de vie diminuer, on est sur quelque chose d'absolument stratégique. Après, il faudra voir si c'est le plan alimentaire, si c'est la prévention des addictions, si c'est l'amélioration des logements. Ouais. Donc vous voyez que ça ouvre un océan de difficultés méthodologiques qu'on peut passer. Alors, si on veut un peu isoler la question de l'impact, en évaluation, vous avez trois catégories d'évaluation. Vous avez les réalisations, les résultats et les impacts. Les réalisations, c'est gros. Pour cela, vous avez réalisé des choses. Et le résultat, c'est comment, à partir de cette réalisation, vous avez atteint des objectifs. Et l'impact, ça va être, on dira, l'effet indirect ou le résultat indirect de votre action. Je donne un exemple très simple. Vous mettez en place dans un quartier une action de formation, enfin, on va dire 20 000 heures de formation dans les métiers numériques pour 100 jeunes du quartier. Bon, voilà. À l'arrivée, vous avez fait 16 000 heures pour 100 jeunes, donc vous n'avez pas réalisé 100% de l'action, vous avez réalisé 80%. Mais il se peut très bien que vous ayez réalisé 100% de l'action et qu'aucun jeune n'obtienne de diplôme ou d'emploi parce que votre pédagogie était très mauvaise et que ça ne fonctionnait pas. Donc c'est là on va regarder le résultat. Donc voilà, 60% ont un diplôme, 60% ont accédé à un emploi. Donc voilà, ça c'est le résultat. Et l'impact, ça peut être par exemple que vous avez changé le regard des jeunes du quartier sur ce type de métier, ou à l'occasion de cette action, vous avez constitué
constituer un club d'entreprise qui se maintient après l'action et qui va jouer donc un rôle extrêmement important dans les process vers l'emploi de ce quartier, c'est un impact. C'est-à-dire, ce n'était pas votre objectif. Votre objectif, c'était que les jeunes aillent à l'emploi. Mais le club d'entreprise ou le changement de vision des entreprises, des jeunes sur la formation, sur les métiers, ça c'est un impact. Et évidemment, on voit bien que l'idée de l'impact, elle a à voir aussi avec l'idée de levier. C'est-à-dire que l'action, elle est efficace au-delà même de ses résultats, puisqu'elle contribue à la transformation de l'écosystème. On peut passer. Ah, ah, Voilà, donc, attention au délai, Michel. oui, oui, Je fais le oui, oui. rappel maintenant. Oui, oui, oui. Donc, évidemment, on va donc bien distinguer ce qui a été produit, les résultats de ces produits et les effets à long terme. Et donc, dans les dispositifs d'évaluation tels qu'ils sont prônés par l'Europe, c'est objectifs opérationnels, objectifs spécifiques, objectifs globaux. On peut passer. Alors, pourquoi mesurer l'impact social? Il y a quatre raisons, évidemment. C'est suivre l'action qu'on mène, c'est-à-dire sa fonction baromètre. Deuxième objectif, c'est comprendre pourquoi ça change ou pourquoi ça change pas, hein. Donc mieux connaître, hein. Mieux suivre, mieux connaître. Après, il y a une dimension POC, hein, Proof of Concept, il faut prouver, d'autant qu'il y a pas mal d'appels d'offres et d'appels à projets aujourd'hui qui demandent de mettre en place un dispositif d'évaluation de l'impact social, etc. Et ensuite, c'est valoriser, donc c'est voilà, c'est montrer qu'on est une super entreprise, une super organisation, qu'on a un gros impact et qu'il faut donc nous soutenir. Donc il y a quatre éléments. On va dire qu'il y a des éléments qui relèvent plutôt de la connaissance et des éléments qui relèvent plutôt du marketing. Suivant. Alors, comme on n'a pas trop le temps, on va rappeler une chose simple, hein, c'est que il faut pas confondre l'évaluation, la mesure de l'impact social fait partie de l'évaluation, et l'audit. L'audit, c'est du contrôle en vue de l'amélioration. L'évaluation, c'est viser l'amélioration et complémentairement la valorisation. Donc, ça veut dire qu'on aura des indicateurs de moyens, des indicateurs de résultats, des indicateurs d'impact. C'est-à-dire qu'on va mesurer la conformité de l'action par rapport aux moyens qu'on dispose, on va mesurer la performance de l'action par rapport aux moyens que l'on a mobilisés. Et les indicateurs d'impact vont être plutôt liés à la pertinence, c'est-à-dire est-ce que effectivement mon action a contribué à un objectif global sur le territoire, qui est par exemple la neutralité carbone ou l'inclusion sociale, etc. Suivant. Alors, quelques mots sur le changement d'échelle, hein, parce qu'évidemment, l'impact, faut le prendre au sens littéraire du terme. Je veux dire, un impact, ça fait boum, ça fait waouh, ça bouge les lignes. Et pourquoi? Ben, parce que l'objectif, c'est que au-delà de l'action, cette action génère d'autres actions avec un effet boule de neige qui fait que à terme, on va changer le paradigme de telle ou telle problématique. Changement climatique, exclusion sociale, absence de mixité, etc., etc. Bon. Alors, il y a plein de stratégies hein, de changement d'échelle. Euh, c'est la diversification, c'est-à-dire qu'une action va générer d'autres actions complémentaires pour élargir le champ. C'est la duplication, c'est on a réussi sur un quartier, on va mettre ça en place sur 10 quartiers. C'est la fertilisation, c'est-à-dire à partir de cette action, par exemple, on va former des gens qui vont dans d'autres cas mettre en place des actions. C'est la coopération, c'est-à-dire qu'on va autour de l'action, se former des consortiums d'organisations qui vont évidemment donner beaucoup plus d'ampleur, d'impact à l'action. Et c'est les logiques de fusion, c'est-à-dire que telle action sur le changement climatique, on va la connecter avec une action d'inclusion sociale pour avoir un effet à la fois social et environnemental. Bon, il faudrait revenir un peu longtemps là-dessus, mais on n'a pas le temps. Mais la question des stratégies de changement d'échelle est au cœur quand même de la réflexion sur l'efficacité des politiques publiques, notamment quand c'est des politiques publiques un peu spécifiques, comme la politique de la ville, par exemple. On passe. Alors, deux exemples et je termine. Dans la Drôme, les centres sociaux à Romans, hein, voilà, se sont rassemblés dans un
dispositif qui s'appelle la coopération, et on construit ensemble un référentiel d'impact social, donc extra-financier, hein, donc c'est pas parce qu'il y a des impacts, l'impact social a effet financier. Donc on considérait qu'un centre social, il avait de l'impact dans 6 domaines, hein, la reconnaissance des personnes, l'accès aux droits et aux services publics, la vie communautaire, la contribution à la valeur du territoire à travers la culture et le travail, et la valorisation et le respect de l'environnement, et évidemment la vie démocratique. Alors évidemment, ça, c'est des indicateurs très larges, et ça supposerait d'avoir évidemment des éléments pour compter quelque part, ou pour vérifier. Alors je ne sais pas, moi, sur la gouvernance partagée, c'est l'existence de groupes d'usagers, de projets collectifs, la participation au CA, vous voyez. Vous pouvez après, si vous voulez vérifier ces 6 points-là, vous allez avoir à chaque fois 2, 3 indicateurs mesurables, qui peuvent être quantitatifs, qui peuvent être qualitatifs, parce qu'il y a une affaire de ressenti aussi des gens, pour construire un référentiel d'impact social extra-financier adapté à une structure sociale. Évidemment, c'est très embryonnaire, hein, tout ça. Ça mériterait de longues discussions et de longues investigations. Vas-y, la fin. Oui, je crois que c'est la fin. Voilà. Alors, vous avez aussi dans le domaine des entreprises, hein, ça peut être adapté aussi aux entreprises d'économie sociale et solidaire qui sont des entreprises, un mouvement comme Impact, qui a construit un Impact Score, hein, pour élaborer un index social et écologique, une sorte de un référentiel que les entreprises peuvent renseigner pour mesurer dans la durée, d'année en année, l'évolution de leur impact sur certains domaines. Alors, c'est quoi ces domaines? Diapo suivante. Voilà. C'est par exemple l'inclusion des travailleurs éloignés de l'emploi, c'est le nombre de salariés issus des quartiers prioritaires de la ville, c'est l'égalité homme-femme, c'est les jeunes et les seniors, les achats durables et inclusifs, l'empreinte carbone, la réduction de l'empreinte carbone, l'économie locale, l'économie circulaire, les ressources naturelles, la place des salariés dans la décision, la progression des salariés, enfin la QVT, la qualité de vie au travail, etc., etc., etc. On va dire si on dit qu'on a 20 principes d'action pour une stratégie à impact, eh bien, pour chaque chapitre, chacun de ces 20 chapitres, Impact France a construit donc des indicateurs, hein, que les entreprises doivent renseigner. Donc c'est une dimension auto-évaluative avec un score, hein, voilà, de 0 à 10. Et donc évidemment, si vous avez 0 dans tel domaine, ça ne va pas fort. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est si l'an prochain vous avez 3, vous allez quand même progresser de manière significative. Vous allez essayer de comprendre pourquoi vous avez progressé, comment vous pouvez accélérer la progression. Et donc, on peut dire que c'est une démarche qui est à la fois objectivée par des indicateurs plus ou moins précis, mais qui est aussi une démarche itérative d'une logique d'apprentissage. Et je dirais donc que l'entreprise à impact, et l'entreprise d'économie sociale et solidaire, de mon point de vue, par définition, elle se veut à impact, est aussi forcément une entreprise apprenante et coopérative. Voilà, j'ai dit. Merci Michel. Ça va, c'était pas trop long. Ah, à peine, à peine. À peine. Merci, Michel. Mais le sujet est vaste, effectivement. Julien, je te passe la parole, tu... Non, très rapidement, bah, déjà, merci, Michel, pour ces définitions, un petit peu nous remettre dans ce contexte-là. Et je pense qu'on va, puisque le temps file, tout de suite rentrer continuer, on va dire, avec l'intervention de Nicolas. Nicolas, donc, qui est... alors attention, parce que j'ai le sondage qui vient juste d'apparaître devant mes yeux. Je sais pas pourquoi. C'est moi qui l'ai lancé, Ok, il mais y a un sondage qui a été lancé, pardon. voilà, c'est pour voir si tout le monde a bien appréhendé l'intervention de Michel. Ok, super. Parce qu'on est noté en plus. Alors, Ouais, c'est ça. Bah, on On a bosse évalué. gratos et on est noté. Ça va bien. ça va, ça va. Pour l'instant, c'est plutôt positif, Michel. Ah, même je ne vois pas. Donc. On donnera les résultats après. 100% pour l'instant, c'est bien. Oh là. Donc, ouais, vraiment, vraiment merci pour cette. Alors, je rassure tout le monde. Enfin, sous réserve et contrôle des intervenants, mais les diaporamas seront
seront mis à disposition, hein, bien entendu, une fois le webinaire terminé, d'ici quelques jours, avec le replay et certainement des éléments complémentaires, la possibilité, bien entendu, de prendre contact directement avec chaque intervenant, puisque le but, c'est aussi de mettre en avant ce que chacun apporte. Donc, sans transition, Nicolas, que je remercie également d'être présent, directeur de l'Institut Godin. Je le présente à sa place, mais il va le faire beaucoup mieux que moi. Je te laisse la parole et dès que tu me dis, je mets aussi les slides pour que tu puisses suivre ta présentation. Juste, je m'insère avant Nicolas, excuse-moi, mais Ouais, je c'est t'en prie. les résultats du sondage. Effectivement, 100% des participants considèrent que l'évaluation est nécessaire et utile. Hein, donc, c'est pas tout à fait évaluer la On prestation de n'a pas Michel. évalué Mais Michel. en tout cas, ça démontre bien que voilà, qu'il y a une vraie appréhension, un vrai besoin là-dessus. Voilà, je te laisse la parole, Nicolas. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vas-y Julien, tu peux le lancer. Allez, c'est parti. Alors, Donne-moi juste une petite seconde, mais vas-y, tu peux. hop, tu m'as dit 10 minutes, je lance le chrono. À peu près, ça va, on est... Bien. Hop, Alors, ma clé d'entrée, elle va plutôt être l'innovation sociale et notamment les éléments un peu structurants qui, dit-on, sont susceptibles de produire de l'innovation sociale. Mais par cette clé d'entrée de l'innovation sociale, je vais vous parler d'évaluation, mais alors je vais plutôt vous parler d'évaluation ex ante, comme on l'appelle, c'est-à-dire ex ante signifie avant, et notamment, on va dire, tout ce qui va se passer en amont du projet. Alors pourquoi? Parce que cette thématique de l'innovation sociale, elle s'est posée à nous et elle s'est présentée à nous à l'Institut il y a à peu près 13 ans. On a fait des travaux de recherche dessus, et puis on a fait aussi beaucoup de travaux qu'on appelle de transfert, c'est-à-dire d'ingénierie avec les porteurs de projets et les collectivités locales, les institutions publiques, on va le dire comme ça, mais aussi des fondations. Pourquoi, en fait, la clé d'entrée, elle va plutôt être en amont du projet? Parce que les méthodes et outils d'évaluation que l'on a construits sont des méthodes et outils qui sont liés au financement de l'innovation. Et le financement de l'innovation se passe toujours, on peut le dire comme ça, en amont du projet. Et il se trouve que le financement d'un projet, vous le savez comme moi, c'est une épreuve, et il se trouve que c'est une épreuve évaluative. Elle a tout d'un moment d'évaluation. Et elle se pose quand on veut accéder à des fonds d'innovation sociale. Alors en France, c'est principalement les institutions publiques. Vous allez retrouver du département, de la région, jusqu'à des programmes européens comme le FSE+, dans le cadre de notre région Hauts-de-France. Mais elle est aussi financée par des fondations. Donc principalement des fonds redistributifs. On peut le dire comme ça. Voilà. Alors, tu peux passer la slide d'après, celle d'après. Vas-y, passe encore. Ouais, super. Alors, je vais tout de suite commencer par vous donner un certain nombre d'éléments qui sont structurants dans ce qu'on appelle l'innovation sociale, c'est-à-dire des éléments qu'on retrouve soit dans les éléments de littérature que vous avez juste en dessous, soit dans ce qu'on retrouve de plus en plus dans des méthodes ou ce qu'on trouve par exemple, dans des dispositifs d'appel à projet ou ce genre de choses, ce qui est demandé en fait en amont, vu que si on souhaite se faire financer son projet, ça se pose avant de le réaliser, euh, tout simplement parce qu'on a besoin de payer des salaires, etc., et que ça se pose toujours avant. Voilà. Alors, voilà les éléments. Je vous en ai mis 5, j'aurais pu en mettre quelques-uns supplémentaires. Honnêtement, avec ces 5-là, on fait déjà quand même pas mal le tour de la question. Par innovation sociale, généralement, on a des projets qui, le premier, indique l'implication, la participation. Alors choisissez le terme qui vous va bien, bénéficiaire, usager, client, c'est-à-dire, on va dire, la participation des personnes pour qui le projet est et se trouve. Alors ça peut être une participation graduée, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Le deuxième élément, c'est qu'on retrouve beaucoup dans les systèmes de financement, c'est-à-dire le fait que les projets sont des projets dits collectifs. Alors, derrière ça, ça signifie qu'il y a
qu'il y a des partenaires. C'est pareil, c'est pas binaire, c'est pas collectif ou pas collectif, ça peut être gradué. Tous les éléments peuvent être gradués de toute façon. Le troisième élément, il est, on le retrouve systématiquement aussi, c'est ce qu'on appelle l'ancrage territorial, c'est-à-dire globalement le lien au territoire, voilà, à la fois dans une logique de proximité géographique, mais pas seulement, j'en dirai deux mots juste après. Voilà, le quatrième élément, c'est un élément qu'on retrouve beaucoup aussi, c'est-à-dire l'accessibilité et les capacités. Donc, pour le dire simplement, c'est globalement ce qu'on retrouve dans dans un projet quand il favorise une accessibilité, qu'elle soit financière, technique, etc. Donc, le sens très classique d'accessibilité, quelque chose de plus accessible. Voilà, pour le dire le plus simplement, le lien avec les capacités, c'est qu'en fait, l'accessibilité renvoie aussi à la participation et à l'implication, l'inclusion des personnes dans le processus du projet. Et ça, on pense savoir que quand on fait participer les personnes, ça leur amène tout un tas de nouveaux systèmes de fonctionnement qui peuvent aboutir potentiellement à des compétences ou autres. Et il est là le lien avec les capacités, c'est-à-dire, in fine, peut-être de permettre à des personnes d'augmenter leur choix et leur capacité de faire des choix dans la vie. Ça, c'est le quatrième élément. Et puis le dernier, c'est un élément qu'on retrouve pour tout type d'innovation, quelle qu'elle soit. Je dirais mieux que la nouveauté, c'est la différenciation. Parce que la nouveauté, elle est toujours relative, c'est toujours compliqué. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire que ça existe à 400 km ou que ça existait il y a 200 ans, qui est potentiellement vrai, mais on vit généralement ici et maintenant. Et du coup, la différenciation, on la préfère à la nouveauté parce que c'est beaucoup plus concret dans un projet de pouvoir expliquer sur les éléments de contexte ou les éléments de réalisation du projet pourquoi en fait c'est un projet qui se différencie, c'est-à-dire qui se différencie de l'existant et qui propose des choses autres et autrement que ce qui se fait, on va dire, habituellement dans un champ ou sur un territoire considéré. Voilà. Et c'est généralement ce qui provoque de la nouveauté ou ce qui peut donner l'impression à des personnes qu'il y a quelque chose de nouveau là-dessus. Donc, la différenciation, c'est aussi un élément important. Voilà. Alors, ça, c'est quelques éléments qu'on retrouve. Ce que je vais faire après, c'est que je vais vous donner des exemples sur la base de deux méthodes que l'on a construites. Il y en a une pour les porteurs de projets, c'est-à-dire les personnes qui développent des projets qui souhaitent déposer sur des systèmes financiers qui financent l'innovation sociale. Et l'autre, c'est une méthode que l'on a construite pour les institutions publiques. En région, elle est utilisée notamment par le conseil régional, elle est utilisée par le CD62, elle est utilisée aussi par les services instructeurs du FSE+, qu'ils soient côté européen ou qu'ils soient côté région. Je vais commencer plutôt avec la méthode porteur de projet. La méthode porteur de projet, c'est d'avoir regroupé en fait une batterie de questions et de l'avoir structurée. Nous, c'est ce qu'on utilise quand on fait des expertises d'innovation sociale avec des personnes qui développent des projets, c'est-à-dire un certain nombre de questions qu'il faut absolument se poser. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les faire en 10 minutes, je vais vous donner des exemples, et puis à la fin, je vais vous montrer le document global. Tu peux passer, Julien, s'il te plaît. Les premières questions que l'on travaille dans un projet, c'est toujours des questions qui sont liées au contexte. Si on fait 2h30 d'expertise sur un projet, honnêtement, on peut passer 1 heure, voire plus, sur le contexte, parce que dans le contexte, vous allez avoir beaucoup d'éléments qui vont vous permettre, en fait, d'étayer et de dire en quoi les éléments que je vous ai présentés avant sont mis en pratique et sont intéressants dans le projet. Voilà. Donc, généralement, dans le contexte, on questionne toujours la question de la provenance, des constats de départ, les problèmes à résoudre, ou potentiellement la question des besoins, mais on est quand même souvent plutôt sur des problèmes, ça peut être des problèmes territoriaux d'ailleurs, voilà, et le territoire couvert par l'action. Voilà, ça paraît peu, mais rien que 4 questions, on peut y passer 1 heure parce que la provenance, le constat est d'expliciter clairement et en lien en quoi il y a quelque chose qui est problématique et en quoi la solution qu'on propose, non seulement elle est collective, ancrée, elle fait participer les personnes et elle se différencie. Eh ben, avec de la méthode, c'est pas difficile à faire. Mais ça prend, je vous dis, une expertise, nous, ça nous prend 2 heures, 2h30 pour faire le tour des éléments. Donc ça, c'est les premières questions à se poser. Tu peux passer, Julien, s'il te plaît. Et sur la slide suivante, ce que vous avez, c'est des exemples de questions très simples pour s'interroger sur l'implication des bénéficiaires.
Et en dessous, je vous ai mis un premier exemple d'indicateurs que les pouvoirs publics peuvent utiliser. J'en parle juste après. Sur la question des bénéficiaires, c'est quand même pas très difficile. Il suffit juste de se demander qui ils sont et comment, quand et comment ils interviennent dans le projet. Qui ils sont, parfois ils sont au pluriel, parfois non, parfois oui. Et après, on peut assez facilement se demander quand et comment ils interviennent. Alors, ce que vous avez en dessous, c'est une graduation. C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les éléments sont pas binaires. C'est pas ils sont là, ils sont pas là. L'implication des bénéficiaires, par exemple, elle peut être graduée. Si vous allez de 1 à 4, plus vous allez à 4, plus c'est fort, plus c'est intéressant en matière d'implication des bénéficiaires. Cette échelle de grandeur, comme on l'appelle, elle est basée sur le temps, si vous la regardez, c'est-à-dire que soit les bénéficiaires ne sont pas impliqués dans le processus, soit ils sont inclus dans la conception ou la réalisation, dans les deux, conception et réalisation, sachant que conception arrive avant la réalisation, soit les bénéficiaires sont en fait les principaux acteurs et porteurs du projet. C'est pas toujours le cas, hein, finalement, loin de là. Donc en fait, côté acteurs de terrain, on utilise plutôt une batterie de questionnement pour essayer de comprendre très concrètement les pratiques concrètes dans leur projet, alors que côté pouvoir public, ils vont plutôt utiliser un système de marqueurs comme vous voyez là, qui permet en fait de placer sur une échelle je dirais la graduation de la pratique pour se faire une idée de savoir s'il y a quelque chose d'intéressant en matière d'implication des bénéficiaires. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît, Julien. Ça, c'est un exemple sur l'ancrage territorial. Vous voyez, c'est la petite batterie de questions des exemples que l'on pose aux porteurs, de savoir les partenaires mobilisés. Est-ce que finalement le projet s'appuie sur des spécificités du territoire? Vous voyez, si vous développez à Valenciennes, à Boulogne, à Calais, à Amiens ou à Beauvais, vous n'êtes pas sur les mêmes territoires, qui n'ont pas les mêmes spécificités. Parfois, il y a des projets qui s'appuient sur des ressources spécifiques, de culture ou de patrimoine, par exemple. De savoir globalement si c'est un projet collectif, bah, il va y avoir une coordination. Donc de savoir un petit peu comment, et de savoir, il y a certains projets, mais pas tous, qui peuvent carrément aller jusqu'à une vision, de renouveler une certaine vision du territoire. Ça aussi, c'est une question d'ancrage territorial. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne renvoie pas qu'à la question géographique. Je vais vite, c'est juste pour vous donner des exemples. Et la diapo suivante, vous avez l'échelle de grandeur en fait qui va avec. Ça, c'est plutôt ce qui est utilisé par les pouvoirs publics. C'est-à-dire, globalement, est-ce que ça fait appel à des acteurs locaux dans une logique plutôt de prestation? Est-ce que ça implique dans une logique de construction? Ou est-ce que ça va carrément jusqu'à renforcer une certaine identité de territoire? Vous n'êtes pas obligé d'aller à 4 pour que votre projet soit financé. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste pour leur donner une idée de voir, d'avoir une certaine représentation. La représentation, elle est juste après. Tu peux passer. C'est-à-dire que c'est comme vous avez des échelles, vous pouvez finir sur un graphique qui ne donne que des éléments qualitatifs, vu que chacune des échelles était qualitative. Voilà, ça c'est la méthode qui a été utilisée en Picardie. Depuis en Haute-France, elle a un peu changé, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins d'indicateurs, parce que finalement, il y en avait certains qui n'étaient pas si décisifs que ça. Voilà, ça c'est côté pouvoir public. Tu peux passer à la diapo suivante. Ça, c'est le document entier que l'on utilise avec les acteurs de terrain, quand on les reçoit à l'Institut ou quand on va chez eux. On peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de questions, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et vous voyez, il n'y a pas non plus tant je dirais, de dimensions que ça. Il y a le pourquoi, d'expliciter son contexte, le quoi, c'est-à-dire globalement la solution ce qui est proposée, le comment, c'est comment la solution elle va être construite. Ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé dans le cadre des appels à projets, je vous l'ai dit, ou dans le cadre des financements, c'est-à-dire la question collective, la question de la pluralité des ressources, ce genre de choses. Et puis, on finit toujours sur en quoi le projet se différencie. Ça, c'est toujours à la fin, je dirais, de l'échange que l'on arrive là-dessus. Ça, c'est ce qu'on utilise nous. Je pourrais vous l'envoyer parce qu'en fait, ce document, il est plutôt en libre. Nous, on l'utilise nous parce qu'on a l'habitude de poser des questions et d'aller chercher les réponses les plus concrètes possibles. Généralement, les acteurs ont toujours les réponses, hein. Voilà. C'est juste que d'avoir un tiers accompagnant qui vous pose les questions, et parfois les questions qu'on n'a pas toujours envie de se poser, c'est quelque chose qui peut être relativement utile. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je suis à votre disposition pour de plus amples informations. Merci. Julien, je crois que ton micro est coupé. Merci, hein, Nicolas. Ouais.
pour cette Merci Nicolas. intervention claire et concise. Peut-être avant de passer à l'intervention d'Angèle, Nicolas, est-ce que tu me confirmes ce que je vais dire? C'est-à-dire que sur votre site, vous avez aussi tout un panel d'outils qui sont justement libres, hein, c'est ça? Qui peuvent être utilisés et téléchargés par n'importe quel porteur de projet, on va dire? Il y en a certains qui le sont et d'autres qui le sont pas. Ça dépend. D'accord, OK. Certains, ouais, certains, comme celui que je viens de vous montrer sur la batterie de questions, il l'est. Des indicateurs pour les Living Labs, par exemple, ça l'est aussi. Il y en a tout un tas sur les pôles territoriaux de coopération économique, etc. Vous allez dans réalisation et il y en a certains que vous téléchargez directement. Effectivement, ouais, ça c'est vrai. Top. On mettra le lien du coup pour ceux qui sont Sinon, vous intéressés. nous envoyez un mail, hein, c'est ce que font les gens. Hein. Vous nous Tout à envoyez fait. un mail, vous nous téléphonez et puis on discute On ensemble, on mettra vous les envoie. tes coordonnées et les coordonnées de l'Institut avec plaisir à la fin du webinaire, ou en tout cas dans le compte-rendu qui vous sera envoyé à tous et à toutes. Merci encore Nicolas pour cette intervention. Tu as tenu tes délais, en plus c'est cool. On est un tout petit peu en retard, mais on va prendre le temps quand même, Angèle, de te fais pas attention, voilà, tu as 10 minutes tranquillement pour pouvoir échanger avec nous sur ce projet Diane que j'ai pu découvrir avec toi il y a plusieurs mois maintenant, et que je trouvais pertinent que tu puisses nous le présenter un peu comme un exemple, on va dire, de projet d'innovation sociale en fin de compte, quoi. Écoute, on est ravis de t'avoir parmi nous, et tu me dis pareil que pour les autres quand je Ouais. dois passer ta Ok. slide, et voilà. Ok. Bonjour à tous. Donc moi, je suis du coup Angèle Barrois et je suis à l'initiative de Diane, qui est un projet que je porte depuis 2016 et qui est actuellement sous forme d'entreprise. C'est une entreprise qui s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Tu peux mettre la slide 1, s'il te plaît, Julien. Est-ce que c'est celle-là? Donc, qu'est-ce que Diane? Bah, du coup, moi, j'ai pas. Alors, attends, je vais me mettre sur le partage d'écran, comme ça, je verrai. Hop, est-ce que tu partages? Ah oui, tu vois pas ce que Ouais, je je vois dis pas ce là. que tu partages, bon, c'est pas très grave. Ok. En tout cas, la slide 1, donc ça explique un peu ce qu'est Diane. Bah, alors, en fait, les slides, elles sont assez simples, hein. Elles sont sorties, je les ai extraites du site internet qui présente Diane. Donc, c'est une idée assez basique, c'est comment transformer les surstocks des entreprises et tout ce qui est surplus des particuliers en euros pour les associations, quoi. Donc, plus concrètement, là, tu peux passer à la slide 2. Alors, je sais Donc pas là, si c'est celle-là. donc normalement, alors du coup, j'ai pas le partage d'écran, donc je vois pas, mais on voit une slide avec des petits pictos, entreprises, particuliers, C'est associations, c'est celle-là, ça? ça va, Voilà, c'est c'est ça. bon. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc Diane, elle est intermédiaire en fait entre les associations, les entreprises et les particuliers. On récupère tout ce qui est sur stock des entreprises. Et tout ce qui est surplus des particuliers, donc chez les particuliers, ça peut être une imprimante, parce que je pense à ça parce qu'on m'a donné une imprimante hier. Enfin voilà, tout ce qu'en fait, tout ce qu'on peut revendre pour qu'ensuite ça puisse se transformer finalement en argent pour les associations. Assez bêtement. Donc moi je fais le lien entre les entreprises et les assos, j'accompagne les entreprises dans ce mécénat qui est du particulier, du don en nature en fait. Donc, je les aide à valoriser leurs dons. Les avantages pour les entreprises et pour le particulier, c'est la défiscalisation parce que malgré tout, il faut quand même motiver les entreprises et les particuliers à donner. C'est pas toujours évident, quoi. Donc moi, je les accompagne. J'accompagne de ce côté-là. J'accompagne l'entreprise et le particulier. Et puis ensuite, j'accompagne les associations parce que ce sont elles qui émettent les reçus fiscaux, donc dans toutes les démarches administratives et surtout dans la partie revente du don. Et donc on arrive un peu à la genèse du projet, c'est comment j'en suis arrivée à imaginer et créer Diane, que je porte depuis maintenant plus de 2016. C'est qu'en fait, moi j'étais porteuse d'un autre projet qui était une création d'une école alternative sur Dunkerque. Et je recherchais évidemment des sources de financement, comme pour tout projet, on cherche de l'argent. Et dans le même temps, j'avais par le passé longtemps travaillé dans le milieu du déstockage, et donc j'avais connaissance en fait
J'avais vraiment connaissance de tous ces invendus des entreprises. J'avais connaissance en fait déjà du don en nature. C'est quelque chose qui existe forcément depuis longtemps et qui est souvent assez connu des entreprises et elles donnent donc aux associations. Mais le problème, c'est que souvent les associations, ces dons, ils sont trop importants pour elles. Ou alors, des fois, c'est des produits dont elles n'ont pas besoin. Et donc, du coup, je trouvais qu'il y avait un maillon manquant entre ces surstocks de surstock et puis aussi toutes ces entreprises qui ont des surstocks de produits qui sont pas intéressants qui sont pas intéressants pour les associations pour qu'elles les distribuent à leurs bénéficiaires directement, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai imaginé mettre à profit un peu mon expérience dans le déstockage pour soutenir le financement des associations. Tout simplement. Donc là, je pense que tu peux passer à la slide 3, qui est la présentation du don des entreprises. Je pense que c'est ça. Voilà, donc là on voit un entrepôt, c'est un peu bleu. C'est ça, c'est ça. Voilà, C'est c'est ça. ça. Donc pour les entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent donner? Donc les entreprises donnent tout ce qui est donc évidemment leurs invendus, mais ça va plus loin, c'est ce qui fait soit partie d'un compte de stock, donc les invendus, soit partie d'un compte d'immobilisation. Donc ça peut être aussi tout le matériel, tout ce qui est présent, tout l'équipement qui est présent dans une entreprise. Bref, en fait, j'essaye en gros. Concrètement, j'essaye de faire feu de tout bois, quoi. C'est tout ce que je peux, tout ce qu'on arrive à revaloriser. C'est un métier de valoriste, hein. Tout ce qu'on arrive à revaloriser, je prends, quoi. Donc en fait, moi, les entreprises me contactent et puis avec elles, je vois tout ce que je peux revaloriser, tout ce qu'elles peuvent donner pour qu'on puisse faire de l'argent au profit des associations. Donc, alors, quels sont les avantages pour une entreprise? Parce que, alors, qui les intéresse surtout? Alors, pour le faire depuis 2016, moi, en tout cas, moi, dans mes cibles entreprises, c'est plutôt TPE et PME, donc des petites entreprises. Et ce qui les intéresse surtout, évidemment, c'est la défiscalisation et c'est ce qui les motive. Donc, c'est de pouvoir défiscaliser. Mais aussi, ça a d'autres avantages pour elles. Bon, évidemment, réduire les coûts liés à la gestion du stock. C'est plus rentable que le déstockage parce qu'elles y gagnent plus, parce qu'un déstockeur achète en général beaucoup moins. Comment dire? Enfin, bref, c'est plus intéressant financièrement pour une entreprise de défiscaliser que de vendre en direct à un déstockeur. Donc la réduction fiscale. Ensuite, désormais, on a la loi AGEC qui nous aide, qui nous facilite un peu le travail, puisque toutes les entreprises ont quasiment obligation maintenant de faire don de leurs invendus. Donc elles se conforment, donc ça nous aide, même si c'est encore peu connu et pas vraiment appliqué. Il n'y a pas encore de sanctions, donc du coup, c'est pas encore vraiment dans la tête des entrepreneurs. Mais moi, en tout cas, c'est un argument que j'utilise. Et puis ensuite, et malheureusement et heureusement, et c'est pas, moi, je cherche pas à vendre l'impact parce que pour l'instant, les entreprises que j'ai, elles sont pas là, elles en sont pas là, quoi, à faire c'est compliqué pour moi d'expliquer ça, mais je me dis pour l'instant, je fais l'intermédiaire et peut-être qu'un jour, ça viendra naturellement chez ces entreprises d'avoir le souci d'avoir un impact social. Concrètement, moi, les entreprises que je contacte, elles sont pas dans ce souci-là. Ce qu'elles veulent, c'est se débarrasser de surstock, c'est défiscaliser et ensuite que ce soit donné, que ça puisse profiter à des assos, c'est entre guillemets caler de leurs soucis. Mais je pense qu'à force, sur plusieurs années, et je commence à l'observer moi avec des mécènes que j'ai depuis 2016, au bout d'un moment, ils commencent à se dire ah mais en fait ça sert vraiment à des assos. Je dis oui, ça leur sert vraiment. Donc voilà, quelque part je fais un peu le terreau du comment dire, je nourris un peu ce terreau qui peut-être par la suite va rendre les entrepreneurs et les particuliers de plus en plus généreux. J'espère en tout cas que je participe à ça. Et donc ensuite, on peut passer à la slide. Donc ça, c'était donc la présentation d'une entreprise, les avantages pour les entreprises. On peut passer à la slide 5, qui est celle du particulier. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus méconnu. Mais en fait, un particulier, de la même façon, alors c'est assez connu, le mécénat financier, hein, on a un particulier qui donne à une association de l'argent, tout simplement. Mais ça peut aussi passer par un don en nature. Et donc, tout à chacun, on peut faire un don et défiscaliser sur la valeur de ce don. Voilà, donc ça peut être sa voiture, ça peut être, on peut imaginer des tonnes de choses. Je suis appelée pour, là par exemple, là dernièrement, c'est une Rolex, vous voyez un monsieur qui a une Rolex, une montre Rolex et qui du coup va la donner à une association qui va la vendre et ça va leur faire forcément en échange de l'argent, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc pareil pour les particuliers, là tu peux passer à la slide 6. Quels sont les avantages pour les particuliers
de faire du don. Alors là, on a un petit peu, chez les particuliers, on a un petit peu plus le souci de l'impact social, j'avoue. Donc, il est un peu plus présent, mais pareil, hein, c'est la réduction d'impôts, encore une fois, c'est ce qui les intéresse, quoi. Enfin, c'est ce qui les intéresse, quoi. Donc, voilà sur les avantages du don des particuliers. Donc, je voulais aussi vous donner quelques chiffres malgré tout. Donc, depuis 2016, je pense que je suis maintenant désormais à plus de 300 dons perçus quand même, en sachant que je mène cette activité de façon j'ai longtemps mené ça de façon bénévole, et donc je mène cette activité désormais de façon professionnelle depuis 1 an et demi. C'est une activité qui est en train de se construire et de se développer depuis maintenant 6 mois, depuis que j'ai vraiment un site, j'ai des outils pour pouvoir communiquer, donc depuis 6 mois. Concrètement, depuis 2016, c'est 20 000 euros qui sont redistribués chaque année aux assos quand même, quoi. Enfin, redistribués, c'est pas redistribué, puisque finalement, c'est les assos qui perçoivent directement le fruit de la vente, c'est elles qui le perçoivent, quoi. Mais en tout cas, c'est 20 000 euros. Et je pense que c'est assez prometteur quand même, parce que là, en 5 mois, j'ai déjà atteint les 20 000 euros de redistribution, enfin de redistribution, c'est pas de la redistribution, mais j'ai déjà atteint les 20 000 euros de chiffre d'affaires avec les dons perçus. Donc, bon, voilà, c'est, je pense. Alors, alors, c'est pas. Concernant, c'était quelque chose que j'avais envie de transmettre quand même, c'est que c'est du complément de financement, en fait. Ça vient compléter des financements qui sont acquis par ailleurs auprès des subventions, des grands mécènes et tout ça. Ça vient parce qu'il faut savoir que quand même, là, globalement, la vente d'un don, c'est 2 000 euros, donc c'est pas non plus des sommes folles, quoi. Mais je trouve que moi, en tout cas, à mon niveau et pour les assos avec qui je travaille, bah, c'est énorme, quoi. Des fois, même des dons, enfin, des fois, c'est des toutes petites sommes, ça va être 300 euros, ça va être revendu 300 euros, bah, pour elle, c'est déjà énorme, quoi. Donc, Angèle, il y avait une question d'Adeline sur comment évaluer la valeur marchande des biens des particuliers, en fait. Comment tu fais pour alors, évaluer? c'est soit alors, si le produit est neuf, c'est soit sur leur facture, la facture d'achat, et si c'est le produit d'occasion, c'est sur la valeur sur le marché de l'occasion, tout simplement. Voilà. Merci pour elle. Et pour nous. Ouais, et ben justement, là, oui, moi, j'en suis à la partie questions. Du coup, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Angèle, pour ton intervention. Euh, du coup, effectivement, hein, pour contextualiser aussi, toi, t'es sur Dunkerque. Là, aujourd'hui, c'est aussi de faire en sorte de soutenir les associations locales, en fin de compte, hein, qui sont vraiment à Ben, proximité, qui sont... c'est pas forcément pour l'instant. Alors, l'idée, c'est de soutenir. En tout cas, je fais du mécénat de proximité, c'est-à-dire Mhm. que oui, si l'entreprise est dans le Nord, je vais plutôt mettre en lien avec une association du Nord. Là, par exemple, j'ai un don qui arrive d'Ardèche, je vais mettre en lien avec une association ardéchoise, parce que l'idée, c'est aussi que ce type de mécénat, il se pérennise, et que l'entreprise, par la suite, quand elle commence à mesurer son impact social, elle ait envie de redonner toutes les années aux assos. Donc, en fait, les partenariats, en fait, ils se mettent en place et ils se pérennisent, quoi. Donc, Ok. donc je suis pas forcément, voilà, je me borne pas au territoire des Hauts-de-France, quoi. Ça dépend de où vient le donateur, en fait. Ouais, tout à fait. Mais du coup, après, il y a des effets qui se créent, c'est-à-dire que une fois que l'entreprise a commencé à donner, que l'association a commencé à percevoir, bah, en fait, il y a des choses des liens qui peuvent se créer Pérenniser, c'est ce que je. au-delà de Diane, en fin de compte, c'est ça, Et, qui peuvent se et pérenniser directement évidemment, entre les ouais. entreprises et associations. Donc ça, Évidemment, ouais. C'est vraiment, ouais. c'est des choses intéressantes parce qu'il y a toujours eu la volonté aussi que les entreprises, d'une certaine manière, s'investissent complètement dans le schéma associatif. Et donc, c'est une manière de s'investir comme Mais une il autre, leur, et de voilà. participer au développement de certaines associations, même si, comme tu dis, c'est des fonds qui, pour l'instant, sont pas forcément hyper importants pour des grosses associations. Voilà, c'est peut-être des sommes qui sont. Mais voilà, mais comme tu dis, il y a plein de types d'associations, des associations bénévoles, d'ailleurs majoritairement en France. Il y a des associations, voilà, beaucoup plus petites qui, elles, sont très intéressées et très heureuses de pouvoir avoir ces compléments financiers, comme tu disais. Donc, Ouais, ouais, c'est c'est vraiment top. ça.
Et c'est Parce qu'il y chouette a... de voir les liens se tisser et c'est ce que je Ah disais, quoi. oui, C'est qu'au ouais, bien début, sûr. les entreprises arrivent pour la défiscalisation et puis petit à petit, Au final, voilà, elles commencent à créer du lien avec les assos et puis elles commencent à top, voir qu'il y a de l'impact et ça devient, après, ça devient intéressant. C'est sur le long, hein, c'est sur plusieurs années, ça. tout à fait. Adeline avait une question, encore une question, je pense que c'est Adeline qui la pose. Est-ce qu'il y a des difficultés de stockage des biens? Bah pas du tout parce que c'est complètement alors voilà l'intérêt hein, c'est que moi je négocie avec l'entreprise en leur expliquant que si l'association doit commencer à stocker machin c'est une perte financière par rapport à la vente donc l'entreprise garde tout dans ses locaux jusqu'à ce que le don jusqu'à ce que le don soit vendu et ensuite moi c'est le client final qui achète le don qui se charge du transport donc en fait l'association n'a absolument rien à faire quoi et elle ne stocke pas ni moi il y a personne qui stocke c'est l'entreprise qui stocke quoi et Top. qui s'occupe du transport. Merci Juste beaucoup. pour compléter un tout petit peu ce que tu évoquais sur la loi AGEC et les lois sur la RSE globalement qui sont en train de se mettre en place, il y a la fameuse directive européenne sur la RSE qui va être applicable à partir de début 2026 qui devrait un peu t'aider aussi, je pense, dans ton domaine. En tout cas, globalement, quand même, l'Europe tend vers voilà, mettre une pression environnementale et sociale de plus en plus forte quand même aux entreprises. Et du coup, des modèles comme le tien, Angèle, je pense, ont de l'avenir. Parce que, alors, c'est vrai que tu l'évoquais, pour l'instant, il y a assez peu de sanctions pour les entreprises qui, qui ne jouent Bah pas. ouais, c'est ça. Mm, mm. Mais à partir de début 2026, on aura quand même un peu plus de sanctions financières notamment, puisqu'en fait, ils seront obligés effectivement de valoriser un certain nombre d'apports sociaux et environnementaux, sinon, effectivement, ils paieront plus d'impôts et plus de taxes. Donc, enfin, plus d'impôts en l'occurrence. Donc voilà, donc Ouais. c'était juste pour dire que voilà, sur ce type d'action, en tout cas, on risque d'avoir quand même des entreprises de plus en plus mobilisées. Mais bon, croisons les doigts. Croisons les doigts. Voilà, exactement. Parce que moi, Euh, enfin voilà, quand je vois les résultats auprès des entreprises, je trouve ça, auprès des associations, je trouve que, ouais, croisons les doigts, qu'elles se mobilisent toutes, quoi. Parce qu'elles toutes, et même tout particulier, tout le monde a toujours du surstock. Enfin, c'est, voilà, quoi, c'est évident qu'il y a toujours quelque chose à vendre et quelque chose qui permette de, voilà, de faire de l'argent pour les assos. Je vois que le top. temps passe, on va devoir Ouais, conclure, Julien. Je te laisse la parole et je lance quand même un petit sondage pour ceux qui sont ouais. encore. Je vois que certains nous quittent. Pour le thème du prochain webinaire, j'ai fait quelques propositions. Vous pouvez en rajouter, n'hésitez pas. Je lance le sondage. Ouais, merci. Voilà, conclusion très rapide. Il est 10h30. On avait promis de finir à peu près à cette heure-ci. Si il y a des personnes qui souhaitent rester encore 5 minutes et poser des questions à nos intervenants, n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, on vous enverra toutes les présentations et toutes les coordonnées des personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Donc comme ça, vous n'hésitez pas à les contacter et à faire appel à leur expertise. Merci d'avoir été présent. Merci à Michel, merci à Nicolas, merci à Angèle pour vos interventions. Merci Christophe aussi pour cette préparation et l'animation avec moi de ce webinaire. Il sera disponible en replay très prochainement puisqu'on l'a enregistré. Et effectivement, prochain webinaire, bah, il y a plusieurs questions qui sont posées, c'est ça? Il y a la Oui, question des tiers-lieux, il y a la question des modèles économiques. On va être le sondage? Je ne sais pas si tout le monde le voit, le sondage. Il est déjà terminé, en fait, j'ai l'impression. Ah bon, Voilà. Le sondage, je ne sais pas. c'est bizarre parce que non, il est. Ah oui, il est Non, il est en terminé. cours. Ouais, c'est bizarre. Je vais essayer de le Ouais, relancer. il est Hop, pas je le resté, relance. il est pas Il resté a assez disparu longtemps, d'un je coup, pense. j'allais Ouais, il n'est pas répondre. resté assez longtemps pour. Ça va, je l'ai Donc, relancé. Je l'ai relancé. Voilà. ok, donc question des tiers-lieux, modèles socio-économiques résilients, c'est ça, élections municipales USS, voilà. Des gros sujets. Encore une fois, merci pour ces propositions. Et n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Il y aura voilà, les contacts et à nous proposer aussi des sujets qui vous intéressent et qu'on pourrait traiter prochainement. Je pense que le prochain webinaire aura lieu pour maintenant à la rentrée en septembre, puisque là, on va arriver quand même sur la période estivale. En tout cas, n'hésitez pas, restez connectés. Et puis, on vous remercie encore une fois d'avoir participé. Et puis, on vous dit à très, très bientôt. Passez des bonnes
une bonne période d'été. Je pense que c'est aussi le moment des assemblées générales ou des choses comme ça. Donc, il y a une grosse activité prochainement sur pas mal de structures. Donc, gros rush de fin d'année, on va dire, scolaire. Et profitez bien après pour vous reposer. Et puis, voilà, on sera ravis de vous retrouver d'ici quelques semaines. Alors, ça sera peut-être sur les tiers-lieux, du coup, hein, si je suis un A peu les retours. priori, la question des tiers-lieux et la question qui est le plus demandé, en tout cas aujourd'hui, et élection municipale ESS en deuxième. Alors, peut-être que ça va grandir à l'arrivée des, des élections 2026, hein, on verra bien. En tout cas, la question des tiers-lieux, Écoute, pour un c'est peu plus tard. ok, très bien. Merci à tous pour votre présence, merci aux intervenants, et puis à très très bientôt. Et bel été. Au Ouais, revoir. Bonne absolument. journée. Beaucoup. Au revoir, Au merci à tous. revoir. Ciao, ciao.